est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix de venir ici? Tu as la pression aussi familiale. Ah, tu étais là-bas, tu étais bien là, maintenant on ne sait pas, tu es ici. Est-ce qu'on ne sait même pas ce que tu fais? Et tout ça, est-ce que tu es en train de faire le bon choix? Voici Farid Ouattara et avec ses dernières économies, il a quitté la France, sa carrière de football et un poste de développeur très bien payé pour défier les géants de la livraison en Côte d'Ivoire. J'étais pas mal payé quand même et en France et tout, je commençais à faire mes preuves. On va dire que j'avais fait une très bonne année même où j'étais élu meilleur business développeur de ma startup. Ah ouais? Et j'ai décidé d'arrêter comme ça. Au moment où son épargne touchait à sa fin, où tout le monde lui répétait qu'il avait fait le mauvais choix et qu'il était sur le point de tout laisser tomber, il va remporter le prix Jeune Mensa de 100 millions de francs CFA. FacoDrop voit alors le jour et devient la première start-up ivoirienne de livraison, mais pas que. Elle est aussi la première entreprise de livraison utilisant des engins 100% écologiques en Côte d'Ivoire. Déjà, quand c'est local, on s'est dit, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est... Et en plus de surcroît, quand c'est fait par des jeunes, on s'est dit, les jeunes, ils sont pas sérieux. Est-ce que c'est pas un truc qui va commencer, ils vont fuir avec notre argent et tout ça. Même s'il y a des fois où on était vraiment très proche d'arrêter. Quand je pars en France, c'est parce que je suis sportif. Je joue au foot, je joue à peu près au Tour FC qui est en Ligue 2 et tout. Pourquoi l'électrique? Pourquoi avoir choisi de tout plaquer en France pour revenir au pays et tout recommencer à zéro? Quelles ont été ses difficultés? Aujourd'hui, Farid m'ouvre les portes de son entreprise et va me raconter son histoire. Une application qui va être là pour les locaux, par les locaux. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis Beckham, créateur de contenu passionné par les histoires inspirantes, les voyages, le tourisme et les découvertes entrepreneuriales. Je publie chaque semaine des vidéos comme celle-ci sur cette chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Moi, je suis Farid Ouattara, fondateur de Faco, qui est la première application Made in Côte d'Ivoire de livraison. Donc, on s'occupe de mettre en relation les commerces locaux, plus précisément les restaurants, les supermarchés avec les clients, principalement aujourd'hui ceux de la commune de Cocody et on espère dans les mois à venir les autres communes d'Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire et ce qui va vous pousser à revenir au pays? Alors, on va dire que moi, je n'étais pas forcément parti pour être entrepreneur ou bien même pour entreprendre, dans la mesure où quand je pars en France, c'est parce que je suis sportif. Au foot? Ouais, je joue au foot, je joue à peu près dans les centres de formation à l'époque au Tour FC qui était en Ligue 2 et tout. Dans le centre de formation, malheureusement, j'ai pas forcément gain de cause. Donc, je dis, je veux faire quand même parce que pourquoi je voulais jouer au foot, moi? Le métier, c'est parce que moi, j'ai été impacté par les joueurs, plus précisément comme Eto'o. Impacté et moi, je me suis dit, à mon tour, je voulais impacter aussi des gens, des jeunes africains, pour leur permettre de rêver aussi. Et je me suis dit, si je n'arrive pas à faire ça par le foot, il faut que je trouve un autre moyen de pouvoir impacter les gens, de faire quelque chose de grand, de montrer que c'est possible, que les Ivoiriens ou les jeunes Africains en général, on peut faire de grandes choses et aussi donner l'exemple aux autres et tout ça. Donc je me dis, la première étape, c'est de valider mes diplômes. Donc je valide mes diplômes et je me dis, je suis né quand même dans une famille où on entreprend assez quand même et tout ça. Donc je me dis, après mes diplômes, je commence à travailler à Station F. Je sais pas si vous connaissez Station F, Station F Paris, c'est un peu comme la Silicon Valley des startups européennes. Donc tous les grandes startups qui sont incubées par les grosses entreprises, c'est comme un gros centre commercial où il n'y a que des startups et tout ça. Et moi j'étais business développeur là-bas, donc ce qui m'a permis de faire mes preuves et aussi de voir comment l'environnement startup marchait. Je me disais, je vois des jeunes européens comme moi qui lèvent des fonds pour monter des boîtes. Je vais faire pareil aussi dans mon pays, impacter les gens. Voilà comment me vient l'idée de Faco, en sachant que moi de temps en temps je venais en vacances en Côte d'Ivoire et ça m'arrivait de temps en temps de commander et tout ça et j'avais pas forcément de bonnes expériences. Et quand j'ai analysé autour de moi, je voyais qu'il y a certaines personnes aussi comme moi qui n'avaient pas forcément de bons retours mais qui étaient obligés de travailler avec ces acteurs là parce que c'est que eux qui étaient là. Donc je me dis, bon, nous on va essayer d'apporter une touche plus différente, mais pas qu'aux clients, mais aussi aux commerces locaux, aux livreurs, pour qu'on ait une alternative plus juste, une application qui va être là pour les locaux, par les locaux, et qui va vraiment impacter vraiment tout le marché ou tous les acteurs du marché. Donc voilà comment on est, on va dire, l'idée de Faco. D'accord. Et comment est-ce que vous vous y prenez pour revenir en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que ça se passe la transition? Je veux dire, tout changement est difficile, avec plein de doutes, où on se dit, est-ce que je fais le bon choix? Parce que quand même, t'es pas mal payé quand même, et tout, en France et tout, je commençais à faire mes preuves. On va dire que j'avais fait une très bonne année même, où j'étais élu meilleur business développeur de ma startup. Ah ouais? Et j'ai décidé d'arrêter comme ça. Donc je me dis, bon, est-ce que je fais vraiment le bon choix? Vu que moi j'arrive, on m'installe précisément en Côte d'Ivoire en septembre 2022, et tout, je viens définitivement m'installer ici.
J'avais déjà préparé mes plans, on va dire, de faco et tout ça. L'objectif c'était, je viens m'installer en septembre 2022, je lance en octobre 2022. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Pour un lancement qui était prévu en octobre 2022, on a lancé la phase pilote, c'est-à-dire la phase test en juin 2023. Wow. Donc de septembre 2022 à juin 2023, c'était la période du grand doute. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? J'imagine pas. Exactement. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix de venir ici? Tu as la pression aussi familiale. Ah, tu étais là-bas, tu étais bien là, maintenant on ne sait pas, tu es ici. Est-ce que on ne sait même pas ce que tu fais? Et tout ça, est-ce que tu es en train de faire le bon choix? Mais je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est l'entourage aussi quand même d'une certaine manière. Je pense que l'entourage est important aussi quand tu entreprends dans la mesure où souvent tu as des moments, on va dire comme tout le monde, des moments de down. Et c'est cet entourage-là qui va te donner un peu cette force-là. Et puis bon, je me disais que en tant que croyant, tout ce que Dieu fait, bon, si je suis venu ici, j'ai tout laissé, c'est déjà trop tard. Je ne peux plus penser à ce qu'il y a derrière. Tout. J'ai déjà fini. Je ne peux plus revenir en arrière. Je peux qu'aller tout droit. Et voilà, donc j'ai suivi ce chemin-là tout droit, sans forcément regarder derrière ce que j'avais laissé derrière. Les choses en ont fait qu'on en est là aujourd'hui. C'était quoi les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés, déjà, il y avait la difficulté technologique parce qu'on pensait qu'au départ, c'était une seule application. C'était une phase test, elle n'était pas vraiment très aboutie, mais c'était une phase pilote pour tester, pour voir comment le marché répondait. Donc l'idée, c'est qu'elle devait être prête, mais elle n'était pas prête. Donc on reportait. Et en temps, il y avait cette difficulté-là à pouvoir intégrer des partenaires, donc des commerces sur la plateforme parce qu'ils nous disaient qu'ils n'avaient pas confiance. Déjà, quand c'est local, on s'est dit, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est... Et en plus de sur quoi, quand c'est fait par des jeunes, on s'est dit, les jeunes, ils ne sont pas sérieux. Est-ce que c'est pas un truc qui va commencer, ils vont fuir avec notre argent tout ça. Donc c'était ça un peu la difficulté, convaincre les partenaires que c'est quelque chose de sérieux, qu'on veut faire, en sachant que ces partenaires avaient déjà des problématiques avec des grandes entreprises qui étaient déjà sur le marché. Donc pour eux, si on a déjà des problèmes même avec les grands, vous, petits qui venez, peut-être que ça sera encore pire. Donc c'était ça un peu un des challenges. Et aussi pouvoir avoir autour de soi l'équipe pour lancer ce projet-là, les bonnes personnes au bon poste. Mais personnellement aussi, je pense que j'étais arrivé à un certain carrefour de ma vie où j'avais besoin de nouveautés, de changements. Et je pense que revenir au pays aussi était un bon moyen de faire ce changement-là. Mais pas revenir juste pour revenir s'asseoir. Honnêtement, il y a eu des moments où je me disais pourquoi je suis venu m'emmerder en fait dans un truc comme ça. Tu avais un bon alors salaire que je pouvais monter les échelons, être bien. J'avais ma situation, je suis venu me mettre dans des complications et tout ça. Mais honnêtement, moi j'applique les lois du stoïcisme. Je trouve qu'un homme, c'est ça, c'est les épreuves. Et justement, ce qui va faire la différence entre les grands et ceux qui accèdent à la grandeur, c'est comment tu réagis quand il y a les épreuves. Quelle est ta réaction face aux épreuves? Est-ce que tu te laisses abattre? Est-ce que tu supportes parce que tu te dis que c'est des épreuves. C'est ton tour de supporter aujourd'hui, mais ça va passer il y aura forcément un jour plus lumineux que ces jours-là. Donc même s'il y a des fois où on était vraiment très proche d'arrêter. Je veux dire, avant que je participe au concours Jeune Mensa, ça c'est une exclusivité quand même, peu de personnes le savent, mais avant que je participe au concours Jeune Mensa, les choses ne se passaient pas forcément comme je voulais. Donc j'étais en plein doute, est-ce qu'on va continuer? Est-ce que ça va pouvoir tenir la barre? Donc pour moi, honnêtement, si on ne gagnait pas le concours Jeune Mensa, ça allait être très compliqué de pouvoir continuer cette aventure-là. Donc je pense que ça, c'était un moment de rupture où je me suis dit concrètement que oui, que bon, je suis un gars, moi je veux tout donner, je vais tout donner sans avoir de regrets parce que je ne veux pas avoir de regrets, parce que je me dis que, comme j'ai dit à la base, moi je voulais être footballeur et je pense que je n'ai pas forcément donné tout ce que je devais donner pour atteindre cet objectif-là. Donc je me suis dit, ce deuxième objectif-là, je vais tout donner comme ça. Même si ça ne marche pas, je ne vais pas avoir de regrets. Et si jamais ça doit marcher, je vais gagner ce concours-là et ça va me permettre d'aller à un autre step. Si jamais ce n'est pas le cas, ça aurait été une belle expérience. De toute façon, on ne perd jamais. On apprend toujours. Donc j'aurais appris de cette expérience-là et puis je serais passé à autre chose. On a gagné et puis je pense que ça a été un bon signe pour dire qu'il faut s'accrocher et puis il y a quelque chose derrière. Aujourd'hui, grâce à nous, malgré qu'on est sur un marché très concurrentiel, il y a certaines personnes qui, quand ils ont faim, c'est nous, nous qui pensent. Pour moi, c'est une des plus belles motivations. Et pourquoi avoir choisi la livraison? La livraison parce que pour moi c'était un secteur qui est en plein essor. Parce qu'aujourd'hui, vu la dynamique aussi du pays, on est dans un... Déjà même qu'on prend Abidjan ne fait que grandir. Et ce qui fait que avec ce développement, on fait qu'il y a certaines zones qui commencent à être de plus en plus reculées. Et certaines personnes, par rapport au coût des logements, tout ça, qui sont obligées d'être reculées. Et ces personnes-là, malheureusement, pas forcément la possibilité de pouvoir venir dans les centres-villes pour bénéficier de tout ce qu'ils aiment comme plat, de proximité, tout ça. Donc je me suis dit, c'est quelque chose où les gens en auront besoin. Parce qu'aujourd'hui aussi, on est
le monde va vite. On a plein de choses à faire dans la journée. Par exemple, pour ceux qui travaillent et tout ça, on n'a pas forcément le temps de dire je vais me déplacer pour aller ici, pour aller ça. Et donc, si on a un service vraiment professionnel qui peut faire ça à notre place. Tout à l'heure, tu verras les motos. Et tout ça, on n'avait pas ces motos-là pour les premières livraisons parce que bon, il y avait moins de ressources. Donc, on avait des petites motos électriques et tout ça qui pouvaient. Est-ce que ça faisait peut-être plus de 40 km d'autonomie? Ça faisait pas ça. Donc, c'était difficile. C'était difficile et tout ça. Les gens disaient, ah, ça, est-ce que ça c'est pas des jouets? Parce qu'on était les premiers même où les gens voyaient des motos électriques se promener et tout ça. À l'époque, nos locaux étaient à Faya. Donc les gens disaient, ah, ça peut jouer, ça peut livrer, ça peut faire ça. Donc souvent, les motos se déchargeaient en pleine commande. Il fallait aller recharger. Donc c'était assez délicat, assez compliqué, tout ça, de pouvoir, aussi au niveau des ressources humaines aussi, avoir l'équipe qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, qui dit recruter les talents, qui dit les moyens aussi pour pouvoir recruter les bonnes personnes. Parce que les bons collaborateurs coûtent cher. On va dire tout ça. Donc. Et lorsque vous venez ici, vous avez déjà un financement au départ avant l'histoire des Jeunes Mansa, ou bien c'était sur fonds propres, le retour et puis... C'était un mix. Donc moi, on va dire vu que comme j'ai dit, depuis que je travaillais, j'avais ce truc-là en tête. Donc j'avais une économie de salaire que j'avais fait, on va dire une épargne. Donc toute mon épargne même, que j'économisais pendant des années. Il y a eu ça et il y a ce qu'on appelle de la love money que j'ai fait. En gros, la love money, c'est le fait de pouvoir parler de son projet à ses proches pour qu'ils puissent investir. Donc ce que moi je faisais, en plus de mon épargne que j'ai mis là-dedans, je faisais des sessions Zoom avec 15-20 personnes où je parlais du projet et tout ça. Est-ce que vous voulez investir et tout ça, et tout. Et donc, à l'époque, je faisais les fractions. Donc, j'appelais ça des fractions. Donc, un investissement à 500 euros. Donc, grâce à ça, j'ai pu convaincre 15 personnes à peu près de pouvoir, on va dire... Investir 500 euros, 500 euros. Un budget de départ. Et tout, avec moi aussi mon épargne personnelle. Donc, c'est tout ça qui a permis de pouvoir commencer. Pourquoi avoir choisi des engins écologiques et pas des motos ordinaires qu'on peut trouver? C'était ça le truc, je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais faire la touche personnelle, c'est ça? La touche personnelle, mais pas que la touche personnelle, quelque chose qui allait être profitable, même si les gens ne le voyeraient pas tout de suite. Mais je voulais être précurseur de quelque chose. Pas juste venir me mettre sur un marché qui est déjà existant, mais apporter ma touche aussi à ce marché-là, mais une touche positive en termes de RSE, en termes de responsabilité sociétale et environnementale, dans la mesure où aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas très développé ici, mais quand nous on commençait, c'était pas du tout développé, on était les premiers. Mais aujourd'hui, il y a quelques entreprises de fournisseurs, enfin pas de livraison, mais des fournisseurs de motos électriques qui sont implantés. Aujourd'hui, on voit plus de personnes avec des motos électriques. Donc c'est pour dire que moi je dis c'est quelque chose qui va venir tôt ou tard. Parce qu'étant en France, moi c'est quelque chose qui est très développé là-bas. On pousse même les gens à l'électrique et tout ça. Pourquoi? Pour des questions de soucis de protection de l'environnement. Aujourd'hui, quand on regarde, est-ce qu'on peut considérer même qu'on a encore des saisons en Côte d'Ivoire? Avant qu'on était plus petit, il y avait la saison pluvieuse. On savait que c'était quelle période exactement. Tout ça. Aujourd'hui, c'est relativement mélangé. Exactement, tout est mélangé, mais tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux dégâts qu'on cause à l'environnement, tous ces trucs-là. Donc nous, on a dit, si on peut pouvoir permettre aux gens d'accéder à leur plat préféré de façon professionnelle, moi en ajoutant aussi une touche propre, une touche écologique, pour moi, c'est un bonus pour vraiment impacter de façon positive la vie des gens. Ça, donc pour nous, c'était ça le challenge, montrer qu'on peut le faire de façon écologique. Un truc qui est assez intéressant à prendre en compte, parce que comme j'ai dit, en tant qu'entrepreneur aussi, c'est vrai qu'il y a le volet écologique. Au final, les motos électriques reviennent en termes de coût de maintenance moins cher que les motos normales. Dans la mesure qu'on va prendre une moto qui est très classique, thermique, que tout le monde connaît ici, qui sont les KTM et tout ça. Les KTM, une fois que tu as acheté la KTM, donc tu auras le carburant que tu vas mettre, en sachant que le coût du carburant ne fait que augmenter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu auras les maintenances à faire. Donc, si c'est une moto qui roule fréquemment, tu auras chaque 2 semaines pour garder la moto ou le moteur en bon état, tu vas faire des vidanges. Exactement. Tu as les histoires de chaînes coupées, donc tu as l'embrayage, tu as plein de choses et tout ça à prendre en compte. Alors qu'une moto électrique, bien sûr, c'est une source d'énergie. Donc c'est environ, on va dire, ça se branche comme un téléphone portable. Donc tu branches ça à la prise, il y a le truc, tu le mets dans le secteur et ça commence à charger. Et pour une autonomie, nos motos en général font à peu près 80 km d'autonomie par charge et pour des recharges qui peuvent faire à peu près 5 heures et tout. Et généralement, quand tu analyses le coût pour 80 km d'autonomie pour une charge, ça te revient environ à 150 francs, 200 francs à peu près. Ah ouais? Oui. Pour 80 km d'autonomie. Quand tu regardes pour une charge, ça te revient à peu près à 2. Bon, après, ça dépend de la puissance aussi des engins que tu vas prendre. À l'époque, nous, comme j'ai dit, on avait des petits engins. Donc, c'était dans les 180, même moi, ça peut te faire maxi 250. 250 francs pour 80 km. Pour le coût sur la facture CIE, par charge. Et lorsque la moto charge 80 km d'autonomie. Mais après, 80 km d'autonomie, c'est assez relatif. Dans la mesure où, un truc à prendre aussi avec les motos électriques, c'est que quand on dit 80 km d'autonomie, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu qui vont faire qu'avant les
80 km d'autonomie. Et puis, Donc déjà, il y a le poids. Le poids, la température. La température, le poids, la température, mais aussi les routes. Aujourd'hui, on a beaucoup de routes qui sont en côte, donc c'est des trucs aussi qui fatiguent assez les motos électriques parce que ça demande à puiser de l'énergie, tout ça pour pouvoir monter ces côtes-là. Donc souvent, ça fait que les 80 km d'autonomie ne sont pas forcément atteintes. Je pense que l'avenir du pays se construit par nous, les jeunes aujourd'hui. Et on est tellement jeunes qu'on sera nous-mêmes dans cet avenir-là. C'est pas il faut se mettre directement dans... C'est pas que nos enfants, donc pour nous, l'idée c'est de pouvoir préserver ce beau environnement-là que nous, on a connu plus jeunes pour nos futurs enfants et nous-mêmes, en espérant qu'on essaie. C'était vraiment ça l'objectif derrière aussi les motos électriques, mais aussi c'est vrai qu'il y avait l'aspect aussi plus efficient, comme on en parlait à l'instant. Il y avait ce côté-là vraiment de se dire qu'on veut préserver vraiment, impacter positivement l'environnement ici. Je pense que c'est quelque chose qu'on aura bientôt. Et c'est quoi la particularité du marché ivoirien quant à la livraison? C'est difficile? Très difficile, je dirais. Ah ouais? Pas difficile, mais très challengeant parce qu'il n'y a pas de répit. Il y a des acteurs formels, donc des concurrents formels, des concurrents informels. Donc c'est un marché. C'est un peu saturé, on va dire. Je ne dirais pas saturé, mais c'est un marché qui est mature. C'est un marché qui est mature, mais pas saturé. Il est mature, donc ce qui fait qu'il y a une concurrence très rude avec justement les deux multinationales qu'on connaît tous. C'est tout ça qui vraiment domine le pion. Mais je dirais mature et très concurrentiel. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que ces grosses entreprises-là avalent les petites. Donc c'est difficile quand même. Exactement. Donc le principe, c'est de trouver vraiment une bonne niche et y grappiller des parts de marché. Il faut être vraiment sûr de ce que tu veux faire dans la mesure où c'est vraiment pas facile. Il faut se donner corps et âme, quoi. Dans les débuts, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, les réseaux sociaux nous blaguent beaucoup, où on voit même je vais pas parler d'entrepreneurs successful étrangers, mais je parle ici d'entrepreneurs locaux qu'on connaît, des exemples comme M. Fabrice à Réunion et consorts et tout ça. On voit leur belle vie sur les réseaux, on se dit que l'entrepreneuriat, c'est ça, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont passés par des échecs avant. Ils sont passés par beaucoup d'épreuves avant d'être à ce niveau-là aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment ça l'entrepreneuriat. Il faut se dire que faut faire beaucoup plus que les autres, peut-être même plus que tes collaborateurs. Moi par exemple, j'ai des journées qui font 8h30 minuit, souvent 7h30 même minuit, presque tous les jours et tout ça. Est-ce que tu as des jours de vacances? Non, tu n'as pas de jours de congé. Samedi, dimanche, c'est comme lundi et mardi parce que tu travailles, tu es toujours en train de t'assurer est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça a été bien fait. Il faut être passionné de ce que tu veux vraiment faire parce que je pense que si c'est juste une question d'argent, il y a toujours des opportunités de faire de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est une question d'argent, tu peux trouver un très bon boulot, tu seras bien payé, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'il faut être vraiment passionné par ce que tu fais et avoir vraiment cet objectif-là de se dire que tu veux vraiment créer quelque chose, tu veux vraiment avoir de la valeur, tu as confiance en ton projet et surtout, je pense bien s'entourer. Parce que comme j'ai dit, il y aura des moments où, aussi fort que tu sois, il y aura des moments où ça sera vraiment très dur. Il faut avoir les bonnes personnes autour de toi qui vont te dire souvent ces choses-là qu'on a besoin d'entendre pour s'accrocher encore, avoir ce deuxième souffle-là. Et surtout, je pense aussi, une chose que moi j'ai appris, c'est savoir gérer son temps. Parce que souvent on oublie, mais le temps est vraiment notre ressource la plus précieuse. Surtout en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas te permettre de perdre 2 heures, 3 heures comme ça. Pendant que toi, peut-être je prends un exemple, tu perds du temps à aller sur les réseaux, scroller TikTok et tout ça, les concurrents réfléchissent. En sachant que quand toi, tu as ce que généralement nous les jeunes entrepreneurs on oublie, quand on a une idée, on se dit que waouh, mais ce n'est pas nous seuls qui avons cette idée-là. Tu n'es pas le plus intelligent pour que cette idée-là vienne toi seul dans ta tête. Donc il y a plusieurs personnes qui ont cette même idée-là. Mais ce qui va faire la différence, c'est la réactivité et c'est l'énergie et c'est le temps qu'on va consacrer à ça. C'est ça qui va faire la différence entre ceux qui vont y arriver et ceux qui ne vont pas y arriver.